mal d'en extirper les meilleurs moments. Alors tu es comme joueur au SMEC de Metz avec tes deux frères, donc 3 frères football dans la même équipe en National 1 pendant 10 ans. C'est quelque chose de déjà assez particulier. Ensuite, à 28 ans, tu décides d'arrêter ta carrière de joueur pour te consacrer essentiellement à celui d'entraîneur. Tu prends en main les PTT Metz, les féminines des PTT Metz, et pendant 10 ans, tu les montes au plus haut niveau, puisque tu fais 5 titres de champion de France, 2 coupes, et tu laisses ensuite un héritage que l'on connaît, puisque Metz Handball a 21 titres aujourd'hui, plus de nombreuses coupes, et est une référence au niveau européen. Pendant ce temps, tu commences à être investi par la fédération sur l'équipe junior pendant 6 ans. Et en 2008, non, en 98, pardon, en 98, j'ai déjà été trop vite et je manque les meilleurs moments. En 98, on te donne les clés de l'équipe A qui, dirons-nous, bricolait dans le ventre mou en Europe. Très vite, tu mets ton empreinte sur cette équipe, puisqu'en 99, et là, tous les spectateurs français, les 12 millions de spectateurs français s'en rappellent, tu pousses les Norvégiennes aux prolongations au championnat du monde, et tu finis deuxième de cette compétition-là. Ensuite, en 2003, tu participes au championnat du monde en Croatie, et là, tu vas jusqu'en finale, alors que les Hongrois et les Hongroises pensaient avoir gagné. Tu fais un retour fracassant avec une défense atypique, très étalée, et tu enlèves le titre en 2003. Alors je passe sur les 3 médailles de bronze au championnat d'Europe, 3 médailles d'argent dans les différents mondiaux, et le clou de cette expérience actuelle, c'est que en 2016, la Fédération française, après t'avoir mis au repos pendant 3 ans, t'appelle au secours et tu vas arracher à Rio une médaille d'argent. Nous, Français, et également tous les handballeurs européens, on te remercie pour déjà tout ce travail et cette chaleur que tu nous as transposé, puisque à chaque fois on était devant nos postes pour vibrer avec l'équipe de France. Merci. Première chose, je suis aussi mauvais au PowerPoint qu'en anglais, donc c'est mon premier PowerPoint. S'il vous plaît, ne cherchez pas à lire ce qui est écrit, écoutez-moi, ça sera, je pense et j'espère, beaucoup plus intéressant. Donc, le temps nous est compté. J'ai essayé un petit peu de faire une photographie de ce que pouvait être le handball quand j'ai commencé à entraîner des féminines il y a une 30aine d'années. Donc, en France, les joueuses étaient totalement amateurs. Il y avait quelques défraiements, quelques frais de déplacement pour les étudiants qui revenaient s'entraîner. Il y avait autour, pour les filles qui étaient internationales, autour de 40 matchs à l'année. Et aujourd'hui, on est entre 70 et 80 matchs. Je reviendrai sur ce phénomène qui est bien sûr un phénomène extrêmement important dont il faut qu'on parle. Ensuite, en termes d'entraînement, la plupart des équipes s'entraînaient très peu, 2 fois par semaine, pas plus. J'ai même connu des équipes de garçons en première division un petit peu avant, qui s'entraînaient 1 fois et qui faisaient un footing seulement, en première division homme en France. Il n'y avait pas de préparation physique, évidemment, parce que comme on avait très peu d'entraînement, eh bien, on cherchait surtout à préparer un collectif, et on faisait essentiellement du collectif et de la tactique. Il n'y avait bien sûr pas de travail de prévention, pas de travail de proprioception, pas de suivi médical, pas du tout. C'est-à-dire que chaque joueur avait un médecin traitant, mais il n'y avait pas de suivi médical. Et il n'y avait pas énormément de pathologies, que ce soit des pathologies des chroniques, il y avait des blessures, mais il y avait peu de pathologies.
Je voudrais souligner quand même qu'au début, du handball, et notamment au début du handball français, dans les années 80-90, il y avait une concurrence féroce qui était exercée par des pays. Or, il y avait de très grands pays qui n'existent plus aujourd'hui. La Yougoslavie, qui était un pays énorme. Imaginez pour les plus jeunes ici dans la salle, ce que c'est qu'un pays où vous avez la Slovénie, où vous avez la Croatie, où vous avez la Serbie, où vous avez le Monténégro, où vous avez la Bosnie-Herzégovine. J'ai oublié quelqu'un? Et j'ai oublié Macédoine. Donc, c'est un peu pareil pour la Tchécoslovaquie. Par exemple, le premier mondial que j'ai vu, la finale du championnat du monde en Hollande en 1986, c'était l'URSS contre la Tchécoslovaquie, bien sûr. L'URSS était un pays immense. Il y avait aussi un pays comme la RDA, qui a totalement disparu, qui était un pays qui investissait beaucoup. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que dans beaucoup de pays, il y avait un professionnalisme qui était déguisé, parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a 30 ans, le handball français ne gagnait pas. Le handball français était amateur, alors que dans d'autres pays, le handball était déjà professionnel. Et notamment les joueurs et les joueuses avaient des emplois qui étaient souvent ce qu'on appelle aujourd'hui des emplois fictifs. Ils étaient à l'armée, ils étaient à la police, mais ils étaient plus souvent sur le terrain de handball que dans leur métier. Et je me permets de marquer aussi dans certains pays des méthodes contestables, parce qu'aujourd'hui, il est avéré qu'il y a eu énormément de dopage dans certains pays, et qu'effectivement, le fait qu'ils étaient professionnels, qu'ils utilisent des méthodes très contestables, faisait qu'il y avait une grande différence entre eux et nous. Alors, quelle est l'évolution du jeu? La première évolution dont je veux parler, c'est l'accélération du jeu en général, et en féminine, particulièrement une accélération du jeu et de la continuité du jeu. Il y a une différence entre le handball masculin et le handball féminin, par le fait que les hommes, étant beaucoup plus armés physiquement, ils s'autorisent beaucoup plus une forme d'arythmie dans le jeu, alors que les joueuses investissent beaucoup plus sur la continuité du jeu. Les grands joueurs du handball masculin n'hésitent pas à aller au jet franc, à stopper l'attaque pour la replacer, alors qu'en filles, on est beaucoup plus sur la continuité. En filles aussi, on est encore plus axé sur la contre-attaque et la montée de balle. D'ailleurs, si vous pouvez entendre, soit parce que vous êtes dans une salle, soit parce que le reportage vous le permet, si vous entendez coacher Yevgeny Trefilov, en général, l'entraîneur russe, il est facile à entendre parce qu'il crie vraiment très fort. Et il crie souvent « Davai, 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 davai » sur les montées de balle, ça veut dire « Allez, on y va, on continue, on continue, on continue ». Donc ça, c'est un élément extrêmement important sur le jeu, parce que l'accélération du jeu produit des effets positifs, mais aussi produit un certain nombre d'effets négatifs. Bien sûr, il y a une amélioration des capacités motrices évidentes, notamment en termes de qualité de dissociation et de coordination. Il y a 20 ans, 30 ans, personne en pleine course attrapait le ballon ici, ou quelques joueurs tout à fait exceptionnels. Aujourd'hui, la plupart des joueurs sont capables, en termes de dissociation, de travailler avec une main, d'attraper à une main, de relancer sans utiliser forcément les deux mains. Donc il y a une amélioration de la motricité qui est énorme. Et bien sûr, il y a une augmentation des capacités force-vitesse. Si vous regardez, comme dans l'ensemble des sports, si vous regardez aujourd'hui un match entre Borg et Lendl au tennis, vous serez effaré du peu de vitesse du jeu en ce temps-là. Le handball, c'est pareil, le handball allait moins vite, et les joueurs allaient moins vite, et ils ont énormément progressé physiquement. Un petit peu, je voudrais parler, parce que c'est extrêmement lié, l'évolution des morphotypes. À un moment donné dans le handball, plus ou moins en fonction des pays, on a cherché à avoir des joueurs et des joueuses le plus grand possible. Un peu à l'image de ce qui peut se faire dans le basketball. Ok? Aujourd'hui, on est revenu sur cette stratégie. Même les Russes, qui ont été les grands adeptes de cette stratégie de chercher les joueurs les plus grands possibles, sont revenus de cette stratégie. Aujourd'hui, quand on détecte un joueur ou une joueuse de handball, on ne mesure pas ici, on mesure ici, et on mesure ici. Donc ce qui est devenu majeur, c'est de trouver
des joueurs qui ont de l'envergure et qui ont de l'empant, de grandes mains. Parce que bien sûr, les segments sont très importants dans le maniement du ballon et aussi, par exemple, dans le tir. Donc en France, par exemple, on fait beaucoup moins attention à la taille, mais on est beaucoup plus vigilant sur l'envergure et l'empant. Ce qui a évolué aussi, et notamment en féminine, parce que quand j'ai commencé dans le handball, la plupart des handballeuses étaient petites et assez larges. Aujourd'hui, les gabarits se sont affinés pour de multiples raisons, parce que le jeu va plus vite, parce qu'elles travaillent plus, parce qu'elles font plus de musculation. Alors la question qui peut être intéressante, c'est qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est l'évolution du jeu qui a fait évoluer la morphologie des athlètes, ou est-ce que c'est la morphologie des athlètes qui a fait évoluer le jeu? Ça, c'est une question intéressante. Ce qui s'est bien sûr développé, à partir du moment où on a réussi à augmenter la charge de travail, c'est la préparation physique. Donc au départ, il y avait un seul entraîneur. Aujourd'hui, les staffs se sont étoffés, particulièrement au niveau physique, puisque la plupart des équipes ont un préparateur physique, à temps complet ou pas. Et ce qui est un grand chantier pour nous, c'est l'harmonisation entre les préparateurs physiques de club et le préparateur physique de l'équipe nationale. Ce qui est aussi valable dans d'autres secteurs, comme notamment le staff médical. Ce qui est devenu aussi majeur, c'est le renforcement musculaire, parce que le jeu allant de plus en plus vite, en s'entraînant de plus en plus, les joueurs ont besoin de se protéger et de renforcer les ceintures. Donc il y a un renforcement musculaire important qui est effectué, parce que le handball, de même que comme d'autres sports, les joueurs et les joueuses sont confrontés à des chocs qui sont extrêmement importants, et pour se protéger par rapport à ces chocs, il a fallu se renforcer énormément au niveau des ceintures. Alors, pourquoi j'ai mis 3 petits points, travail et aérobie? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en France notamment, il y a un énorme questionnement sur le travail aérobie et le travail de course. Donc je vais vous donner quelques problèmes que l'on rencontre. Donc, les joueuses s'étant renforcées au niveau musculaire, jouant énormément et ayant des pathologies, qu'elles soient chroniques ou pas, qu'elles soient passagères ou définitives et chroniques, elles mettent un peu de côté, trop souvent, le travail physiologique et notamment le travail de course, en remplaçant par d'autres choses. Mais le handball se joue en courant, et faire du vélo à la place de faire de la course, c'est pas aussi bon. C'est pas aussi bon. Donc aujourd'hui, je pense que dans le handball français, je parle uniquement pour le handball français, on a un manque par rapport à d'autres nations sur le travail aérobie, parce que c'est souvent le travail qui est enlevé de l'entraînement quand on joue beaucoup et qu'on s'entraîne beaucoup moins. Et bien sûr, la musculation avec charge, qui apparaît et qui se développe dans le handball féminin, même si, contrairement aux garçons, les joueuses n'aiment pas beaucoup travailler avec des charges, et notamment des charges lourdes. C'est un côté très masculin, très macho, d'aimer porter des charges lourdes. Les filles n'aiment pas porter des charges lourdes, alors que dans le travail de musculation, on fait de plus en plus de travail type haltérophilie. Et pour pouvoir travailler sur le lourd, il faut porter des charges lourdes. Alors juste un mot sur l'évolution du matériel. L'utilisation systématique de la colle et l'augmentation de la qualité de la colle, l'amélioration de la qualité du ballon, l'utilisation de matériel de protection et aussi la recherche de sols non agressifs sont des choses qui ont fait progresser l'activité. Ça, par exemple, dans certains pays, on n'a pas de problème parce que tous les sols sont souples, Norvège, Danemark, 9 sols, mais en France, on a encore énormément de sols durs
qui impactent les athlètes, et c'est une vraie problématique en termes de traumatologie. Je dis aussi un mot sur l'utilisation de la colle, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent supprimer la colle dans le handball. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et en haut lieu, à l'IHF, il y a des gens qui veulent faire supprimer la colle et qui rêvent qu'on joue sans colle avec un ballon qui collerait tout seul. J'ai vu un match la semaine dernière d'hommes avec un ballon soi-disant collant. Dès qu'il est mouillé, on ne peut plus jouer au handball. Donc je lance un appel. Le handball se joue avec de la colle et il faut que nous, handballeurs, on se batte pour qu'on puisse continuer à jouer avec de la colle. Ah, ça a changé, d'accord. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu une forte augmentation du nombre de matchs et on est passé, en gros, d'un match par semaine à 2 matchs par semaine. Donc, c'est 2 mondes totalement différents. Quand vous êtes sur un match par semaine, les programmations existent et les programmes d'entraînement sont respectés. Quand vous passez à 2 matchs par semaine avec des déplacements, les programmes d'entraînement implosent totalement. Ce qui veut dire qu'il y a une baisse du nombre des entraînements et de leur intensité, il y a une augmentation de la fatigue physique et mentale, et bien sûr, il y a une augmentation des pathologies. C'est d'ailleurs l'augmentation des pathologies qui fait qu'on va baisser la quantité d'entraînement. Et donc on va faire une espèce d'entraînement, d'entretien, ou même on peut même dire c'est presque pour se donner bonne conscience qu'on va faire ce type d'entraînement. Et c'est souvent des entraînements sans intensité qui sont des entraînements tactiques. Mais les entraînements en termes de technique individuelle et surtout les programmes de préparation physique, voire musculation, ces programmes-là sautent. Les joueuses qui sont impactées et qui ont des pathologies ne s'entraînent plus. Elles ne s'entraînent plus. Pendant que l'équipe fait son petit entraînement, elles sont sur un vélo ou elles sont en soins, elles ne s'entraînent plus. Donc on peut se poser la question de savoir si l'organisme humain est capable si les joueurs et les joueuses sont capables de jouer 2 fois par semaine. En l'état actuel, avec les déplacements tels qu'ils sont conçus, c'est très compliqué. Par exemple, il n'y a pas une équipe de première division, peut-être une Brest, mais la plupart des équipes de première division de handball féminin en France, quand ils prennent le train, ils se déplacent en 2e classe. Donc si vous regardez l'ergonomie d'un siège de 2e classe en France et un siège de première classe, vous comprendrez bien qu'une joueuse qui fait 7 ou 8 heures de train en 2e classe, c'est quand même assez catastrophique. Le club de Metz, par exemple, après la finale aller du championnat de France, à Brest, est revenu en train 2e classe alors qu'ils avaient la finale retour 3 jours après. Donc là, c'est des problématiques inhérentes au budget et au fonctionnement des clubs qui vont renforcer les difficultés. Alors, réduction des périodes de vacances, augmentation des blessures, je vous en ai parlé. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut noter, et ce qui est très important, c'est que ce qui fait gagner essentiellement un collectif, c'est quand même les individus. C'est un sport individuel et un sport collectif, le handball. Ce n'est pas que un sport collectif. Plus vos joueuses vont être fortes, performantes, et plus votre équipe va être performante. C'est d'autant plus vrai qu'avec l'augmentation du nombre de matchs, il est de plus en plus difficile de faire évoluer les choses tactiquement. Et notamment sur le plan de l'attaque, par exemple. Les grands joueurs et les grandes joueuses cherchent surtout à jouer comme ils ont l'habitude de jouer. Je pense que le domaine encore où on peut beaucoup travailler sur le plan tactique, c'est le domaine défensif. Même si, aujourd'hui, je regrette
regrette que peu d'entraîneurs soient très entreprenants sur le plan des stratégies en défense, puisque quand vous rentrez dans une salle de handball, aujourd'hui, tout le monde, ou presque tout le monde, défend en défense 0-6. Peu de 1-5, peu de 2-4, peu de 3-3, peu de 3-2-1. Donc, là aussi, il y a une tendance à, comme la joueuse joue beaucoup, eh bien, elle reproduit un peu systématiquement ce qu'elle a l'habitude de faire. Alors, pourquoi l'approche individuelle? L'approche individuelle parce que, et ça c'est le côté merveilleux du sport et le côté merveilleux d'un sport comme le handball, les athlètes sont totalement différents. Ils sont totalement différents en termes de morphologie, ils sont totalement différents en termes de capacité technique, ils sont totalement différents en termes de capacité physique et ils sont totalement différents en fonction des besoins par poste. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas dire qu'il existe un entraînement pour le handballeur ou la handballeuse. Il faut s'adapter aux qualités et aux lacunes des joueuses et bien sûr à leur poste. Et tout ça, ça demande une prise en charge individuelle très importante. Et bien sûr, ce qui va être majeur, c'est la prise en charge par la joueuse de ses propres moyens. J'ai toujours une image par rapport à la relation entre le staff et la joueuse, et notamment entre la joueuse et l'entraîneur. Le soleil, ce n'est pas l'entraîneur. Et les satellites autour, ce ne sont pas les joueuses. Ce qui est central, le soleil, c'est la joueuse. Et nous gravitons autour de la joueuse. Et c'est la joueuse qui doit aller chercher les compétences à l'intérieur du staff pour les ramener vers elle. Alors, au niveau du suivi médical, par provocation, je vais dire, des fois, la compétition est perdue avant qu'elle ait commencé. Le principal facteur limitant de l'activité aujourd'hui, c'est l'état physique traumatique des joueuses. Donc, ça veut dire que le suivi médical est extrêmement important. Mais qui dit suivi médical et qui dit staff médical dit moyens financiers. Or, aujourd'hui, dans les clubs, la grande majeure partie du budget va dans les salaires, joueuses, voire le coach. Tout le reste, c'est extrêmement difficile, il ne reste plus beaucoup d'argent. Et donc, on est confronté à un problème dans les clubs, parce qu'en équipe nationale, on a beaucoup plus de moyens justement pour la construction du staff et notamment au niveau médical. Mais par rapport au suivi médical en club, c'est plus compliqué parce que les budgets, l'investissement en club sur le suivi médical est relativement restreint. Ce qui pose aussi des problèmes au niveau du suivi des joueuses, dans la relation qu'il peut y avoir entre le staff médical de l'équipe nationale et le staff médical en club. Donc, de toute façon, je pense que vous avez compris que de toute façon, la relation entre le staff de l'équipe nationale et le staff des clubs sera toujours compliquée. Toujours. Parce qu'au milieu, il y a un athlète et que tout le monde tire l'athlète vers lui, tout le monde veut avoir une grande partie de l'athlète pour lui, que ce soit en termes, etc., etc. Et malheureusement, les relations sont souvent tendues, ne serait-ce qu'au niveau des programmations. Quand on fait des programmes sur une saison, il est bien évident que les clubs voudraient que le programme de l'équipe nationale soit le plus petit possible. Et inversement, nous souhaitons avoir des moments de préparation qui nous permettent évidemment de se préparer au maximum. Donc la relation sera toujours compliquée avec les clubs, voire par moments conflictuelle. Alors je parle un petit peu de la proprioception. Vous savez bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on progresse,
on progresse au niveau de la proprioception. L'une des raisons de la proprioception, c'est que la rupture de LCA, c'est une véritable catastrophe dans le handball féminin. Il y a énormément de joueuses, je ne sais pas, je pense que dans les internationales, on doit être autour de 40% de joueuses ayant dans leur carrière un jour une rupture du LCA. Ouais, Gérard me confirme. Donc, déjà rien que par rapport à la rupture du LCA, il y a un gros travail à fournir. Maintenant, ce qui est important, c'est ça. C'est à quel moment, avec quel protocole et avec quel encadrement. Qui est chargé de la proprioception? Est-ce que c'est le préparateur physique? Est-ce que c'est le kiné? Oui, mais si le kiné n'est pas là, qui va la faire? Et au milieu de tout ça, il y a toujours au centre la joueuse. Il y a toujours au centre la joueuse. Donc, ces questions, elles sont encore, à mon avis, dans les clubs, c'est pas très clair, mais je pense que tout le monde prend conscience que la proprioception, c'est important, et bien sûr, ce qui est important, c'est de la faire le plus tôt possible. Si on fait de la proprioception uniquement quand on arrive en équipe de France à 22, à 23, à 24 ou 25 ans, c'est certainement trop tard, et il y a peut-être eu déjà, auparavant, des accidents. Je voulais parler d'hygiène de vie, parce que, étant donné qu'on s'entraîne de moins en moins, il faut faire des choses pour progresser. Donc pour progresser, il faut avoir une vision globale de ce que l'on est. Et l'hygiène de vie, c'est un dossier qui est totalement en construction. Parce que comme on est un sport professionnel tout neuf, eh bien, au départ, les joueuses ont cru qu'être professionnel, c'était répondre à des ordres en termes d'emploi du temps. Je suis professionnel, donc quand l'entraîneur va me demander de venir à l'entraînement, je vais venir à l'entraînement. Ça, c'est le niveau zéro du professionnalisme. Aujourd'hui, Dieu merci, au travers des contraintes, il y a une évolution de la mentalité des joueuses et elles commencent à comprendre qu'en dehors du terrain, on peut aussi construire sa propre réussite. On se bat depuis des années par rapport à la surcharge pondérale. On arrive à avoir de bons résultats, même si il y a encore des joueuses qui ont de la surcharge et qui ont un taux de masse grasse trop important. L'alimentation, c'est un dossier extrêmement compliqué. C'est un dossier extrêmement compliqué pour déjà une raison très simple. Dans la société, la calorie est pas chère. Manger bien, ça coûte cher. Mal manger, ça va vite. Bien manger, ça prend du temps. Donc quand vous associez le temps plus l'argent, vous arrivez à des résultats catastrophiques, particulièrement au moment où les jeunes filles sont dans les centres de formation. Parce qu'elles sont à un moment où elles ont des emplois du temps qui sont très chargés, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Quand on leur offre des repas dans des structures, etc., souvent c'est pas bon, et les filles prennent conscience à 23, 24 ans, 25 ans, quand elles accèdent à un salaire correct, qu'elles ont de très mauvaises habitudes alimentaires. Et je pense que l'une des clés de la réussite dans le futur, ça sera par rapport à l'alimentation. La récupération est aussi quelque chose de très important. Pour ceux qui ont des enfants d'une vingtaine d'années chez eux, vous savez que les jeunes aiment bien vivre la nuit et se lever très tard. Sauf que quand vous vous retrouvez dans un championnat du monde et un championnat d'Europe, on vous demande de vous lever à 7 h du matin, 10 jours, 12 jours, 15 jours, 3 semaines. Et quand vous avez des habitudes de coucher très tard, vous explosez complètement en termes de récupération. Donc, on mène un combat avec les joueuses pour leur faire comprendre que la récupération, elle est très importante. Récupération active ou passive? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Je pense qu'on n'est pas obligé de se mettre dans un lit pour récupérer. Alors vous savez que dans le handball, on est extrêmement jaloux, le handball féminin, du résultat des Norvégiens. Donc,
partir de ce moment-là, on est jaloux, mais on n'est pas bête. Donc on essaie de regarder, et on se pose la question depuis des années, pourquoi quand on gagne une fois, eux ils gagnent 5 fois ou 6 fois? Eh bien par exemple, en Norvège, au lieu d'être dans son lit le lendemain d'un match difficile, on met le survêtement et on va faire un footing et on est dans une récupération active. Donc pour récupérer, il ne faut pas simplement forcément que dormir. On peut aussi avoir une récupération active qui va permettre d'aussi bien récupérer et puis aussi qui va permettre de maintenir un niveau aérobie relativement élevé. Et bien sûr, le tabac, malheureusement il y a encore des joueuses qui fument. Donc moi j'ai lancé l'idée que dans quelques années il n'y aurait plus de tolérance par rapport au tabac et j'ai déjà interdit la cigarette à toutes les filles jeunes qui rentrent en équipe nationale. Ce qui a créé un mouvement sur des anciennes qui ont arrêté depuis quelque temps. Alors, le coaching mental se mal aimé. Pourquoi j'écris ça? C'est un peu une plaisanterie parce que c'est difficile de faire du coaching mental dans le handball français parce que ces messieurs qui gagnent tout ne font pas de coaching mental. Donc à partir de ce moment-là, il y a une tendance dans le handball très machiste, dans le handball français, de considérer que le coaching mental, c'est soit pour les filles parce qu'elles sont un peu faibles mentalement, soit pour les éléments les plus faibles du milieu. C'est une hérésie. On est dans un colloque international, c'est une hérésie totale. Et en tout cas, nous, on s'investit et on investit dans ce domaine-là, parce que je pense que si l'avenir du handball, c'est d'avoir des athlètes plus performants, eh bien, les athlètes, pour être performants, ils ont besoin d'un accompagnement mental. Parce qu'aujourd'hui, on a certainement beaucoup progressé dans la compréhension de l'être humain, sur le plan musculaire, par exemple, sur le plan traumatologie, etc., etc. Mais sur ce qui se passe ici, à l'intérieur, là, on n'est pas si fort que ça. Et là aussi, une fois de plus, les individus sont tellement différents qu'un accompagnement personnel me semble la meilleure solution. Alors, j'ai posé quelques questions, 4 questions tout simples. Qui suis-je? C'est très général. Voilà, qui je suis, d'où je viens? Où suis-je? Et où je vais? Voilà, c'est 4 questions pour un petit peu pour avoir comme une piste par rapport à la préparation mentale. Donc, nous sommes à notre 3e expérience en termes de coaching mental et nous avons réinvesti quand je suis revenu en février 2016, on a remis en place une collaboration avec une nouvelle personne et je pense que dans la réussite de l'équipe de France féminine aux Jeux Olympiques à Rio, le travail au niveau du coaching mental a été un élément important. Alors, j'ai fait le plus court possible, donc on est déjà à la conclusion et puis on va garder du temps pour les questions. Donc, comme vous l'avez compris, le professionnalisme, c'est extrêmement complexe et on n'est qu'au début de la compréhension chez les joueuses de ce que c'est le professionnalisme. Parce qu'on est dans un professionnalisme qui est extrêmement jeune. Le terrain de handball n'est pas le seul espace où la joueuse peut améliorer ses performances. On s'entraîne de moins en moins, peut-être. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on se prend en charge le travail de la vidéo, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose de très important. Il y a plein de choses à faire pour progresser sans impacter son corps. Et même en améliorant ses capacités. L'autonomie. On est sur un chemin d'autonomie. L'autonomie totale est une illusion. Et on est très mauvais en France sur l'autonomie. Très, très mauvais. Les pays où, dans la culture, l'autonomie est beaucoup plus développée. L'autonomie et d'autres choses, comme le respect de la règle. Et donc on part de très très loin. Et on a beaucoup de retard
sur la notion d'autonomie par rapport aux athlètes. L'approche de la complexité, je vous en ai parlé. Hein, les individus sont extrêmement complexes. Ah, donc, ce qui fait que, c'est un terme qui revient souvent, mais il faut avoir une approche systémique. Il faut avoir une approche systémique de l'ensemble du dispositif si on veut arriver à articuler tous les éléments essentiels à la réussite. Et comme je vous l'ai dit toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le meilleur coach pour la joueuse, ça restera toujours elle-même. Donc, on essaye de développer cette notion d'autonomie, de prise en charge, de prise de conscience de la joueuse, que ce n'est pas nous qui allons les faire réussir, c'est elles qui vont réussir par elles-mêmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'humilité. Les matchs se gagnent au travers de la performance des joueuses. Le coach peut peut-être, quand il fait des erreurs, faire perdre l'équipe, mais il ne la fait jamais gagner. C'est les joueuses qui font gagner l'équipe, ce n'est pas le coach. Donc nous, on essaye de les mettre en harmonie, tout ensemble, et après, c'est à elles de prendre le jeu en main pour pouvoir parvenir à faire cette petite différence. Et la dernière chose que je vous dirais, pour vous expliquer à quel point le détail est important, c'est que j'ai fait 5 Jeux Olympiques. Les premiers, on a perdu en double prolongation contre le Danemark, d'un but, qui a été champion olympique. En 2004, à Athènes, nous avons perdu d'un but dans les dernières secondes la demi-finale. En 2008, nous avons perdu le quart de finale en double prolongation d'un but contre les Russes. En 2012, nous avons perdu la dernière seconde d'un but contre le Monténégro. Et pour une note plus positive, en 2016, nous avons gagné le quart de finale et la demi-finale pour un rien, d'un but, un ou deux buts aussi. Donc tout ça pour vous dire que à partir du moment où on arrive à s'élever à peu près au niveau des meilleurs, on perd et on gagne toujours d'un but. Donc c'est le détail qui va faire la différence. La colle, c'est quelque chose de très important dans le maniement du ballon par rapport à des notions de relâchement. Avant, parce que j'ai encore connu, ça va faire un sourire aussi, j'ai vu des personnes jouer, avant on jouait dehors. Par exemple, pour vous donner un exemple, avant la feinte, il y a bien longtemps, on faisait comme ça, on coiffait le ballon tellement il ne tenait pas sur la main. Aujourd'hui, la colle, ça permet déjà un relâchement et ça permet de faire des gestes techniques exceptionnels, comme la roucoulette, comme les tirs où on part en bas et on remonte la balle en haut. Donc, ça permet vraiment une amélioration de la motricité. Et puis, il y a quelque chose de très positif dans la colle, c'est que s'il n'y a pas la colle, les joueurs qui ont de très grandes mains sont très avantagés. Très avantagés. La colle permet à des joueurs et des joueuses qui ont des mains un peu plus petites de s'en sortir. Et donc, si demain on enlève la colle, les premiers joueurs et joueuses qui seront pénalisés, c'est ceux qui ont des petites mains. Regardez les mains que j'ai, moi, minuscules, pour un homme d'1m89. Et j'ai souffert toute ma carrière. Je me souviens quand le ballon n'était pas bon, le match était pourri pour moi. Et les ballons se sont améliorés, mais je pense que si on veut un jeu spectaculaire, si on veut que le bras soit relâché, si on veut attraper les ballons comme ça, si les pivots attrapent les ballons d'une main comme ça, c'est aussi parce qu'ils sont aidés par la colle. Next question. Quelle est la motivation pour éliminer la colle du jeu? Pour des raisons tout simplement de nettoyage des salles. C'est-à-dire que les maires de certaines villes en France, la colle fait des saletés, et la colle fait des saletés aussi parce que les salles sont sales.
Quand vous allez en Norvège ou au Danemark et que le sol est propre, le ballon à la fin d'un match, il est de la même couleur et il n'y a pas trop de traces de colle. Le problème, c'est qu'en France, excusez-moi d'être grossier, mais le ballon il ramasse toute la merde qu'il y a dans la salle. Et après, évidemment, quand il y a une frappe contre le mur, quand il y a un ballon en rebond, ce ballon qui est tout noir, il fait une trace par terre. Or, aujourd'hui, il existe des colles qui sont faciles à nettoyer. Et quand la salle est propre, ça ne pose pas tant de problèmes. Next question. Yes. À votre avis, à quel âge vous préservez cette notion de technique de l'exploration navale? À quel âge il faut commencer au plus de la colle chez le masculin et aussi chez les hommes? Eh bien, je pense justement pas trop tard, assez tôt, puisque le handball va se jouer. La motricité, elle se construit dès le début. Alors bien sûr, on ne va pas mettre de la colle pour des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, on est bien d'accord. Et puis, l'utilisation des deux mains aussi, quelque chose d'important. C'est bien de savoir attraper un ballon comme ça, mais c'est aussi bien de savoir l'attraper ici comme ça, en termes de coordination. Mais je dirais qu'autour de 12 ans, si je devais donner un âge, je dirais qu'autour de 12 ans, l'utilisation de la colle me semble intéressante. Would we have some question in English, please? Because people, do you have a question? The lady. Je vous entends pas. Et j'entends un bout de votre question. Y a-t-il une différence entre les pathologies masculines et féminines, par exemple l'épaule ou du genou? Est-ce qu'il y a plus de problèmes d'épaule chez la fille que chez le garçon ou inversement? Alors, sous le couvert des médecins, ils sont beaucoup plus forts que moi là-dessus. Je pense il me semble qu'il y a surtout plus de blessures. Il y a les blessures, et puis il y a les pathologies. Je ne sais pas si la terminologie est exacte. Oui, oui, c'est ça. La blessure, c'est-à-dire l'entorse. J'ai la sensation que dans la rupture du LCA, il y a plus de rupture du LCA dans le handball féminin que dans le handball masculin. Donc Gérard, qui est un spécialiste, me le confirme. Après, dans les pathologies, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il y ait une grande différence entre les deux. Mais je ne suis pas assez spécialiste. Last question. Madame. Oui. Du coaching. Donc si je comprends bien, il y a quand même une idée. Est-ce que l'idée c'est les spécificités par rapport à ou en général le coaching homme et femme ou une équipe féminine? Une équipe féminine? Oui. Ça c'est vous qui l'affirmez. Non, mais vous avez certainement raison. Je pense que les différences qui existent dans le handball féminin et le handball masculin en termes de coaching, c'est essentiellement au travers du fonctionnement des groupes de joueurs et de joueuses qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Pour une raison très simple, même si aujourd'hui ça évolue, l'éducation n'est pas la même. On n'éduque pas un garçon comme on éduque une fille. Et en plus, c'est très variable en fonction des pays. On n'éduque pas une jeune fille coréenne de la même manière qu'on va éduquer une jeune fille française, qu'on va éduquer une jeune fille norvégienne ou qu'on va éduquer une jeune fille algérienne. On est bien d'accord. Donc déjà, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut savoir comprendre et s'adapter à la culture de certains pays. Il y a des pays comme chez nous qui sont des pays latins,
il y a des pays qui ne sont pas latins, etc., etc. Donc moi, je m'interroge beaucoup au travers de la relation entre les formes d'éducation. Mais de manière générale, l'homme est beaucoup, déjà, des idées très simples. L'homme est beaucoup éduqué comme un être fort. Un être fort physiquement, ça se retrouve dans le travail de musculation. Ils adorent se mettre une barre très lourde sur le. C'est pas qu'il fait mal, il crie quand il relève la barre. C'est très masculin. C'est pas très féminin aujourd'hui. Les filles ne prennent pas plaisir à avoir une barre qui fait extrêmement mal. Ils hurlent comme une malade quand elle relève la barre. Vous voyez, c'est des petits exemples qui font que la population, elle est très différente. Et ensuite, je pense que les groupes de garçons sont plus à même de gérer les conflits. Les filles, moins. Les filles, moins. Donc par moment, si j'avais un conseil à donner, lorsque un groupe de filles est dans une situation conflictuelle, il ne faut surtout pas laisser les filles gérer toutes seules. Surtout pas. Je l'ai fait une fois, ça a été terrible. On a encore 2 minutes. On va raconter l'anecdote, mais je ne peux pas prendre trop de temps. Vous semblez promouvoir le travail aérobie, particulièrement la course à pied. Oui. Est-ce que vous pensez plutôt par là un travail de fond, sous forme de course continue, ou bien un travail plutôt d'intervalle à plus haute intensité, sur des durées qui sont proches de phases de jeu en intervalle? Alors, ça c'est une question. D'abord, je ne suis pas spécialiste de la préparation physique, puisque quand on est coach, j'ai un préparateur physique. Donc, mais ce que je voudrais dire, et c'est plus de la question que je vais faire, c'est pas de l'affirmation. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à faire ce qu'en France on appelle de la caisse? C'est-à-dire, en début de saison, un travail aérobie qui va permettre de développer l'aérobie sur des efforts pas forcément longs, mais sur pas de l'intermittent. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on ne fait plus ce travail de caisse et qu'on passe tout de suite sur de l'intermittent. D'accord? Ce qu'il faut dire de manière générale sur le travail aérobie, c'est que le travail aérobie étant un travail dur, physiologiquement, qui coûte, qui fait mal, il faut faire très attention à la population des joueuses qui va avoir tendance à vouloir l'éviter. L'être humain, c'est l'animal sur Terre qui est le plus intelligent. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, il peut avoir la tentation, notamment quand il est fatigué, eh bien, d'aller rechercher le confort plutôt que d'aller chercher l'effort. Et c'est particulièrement vrai sur le travail aérobie. Et c'est vrai, par exemple, que quand le nombre de matchs augmente, il n'y a plus de travail aérobie. Pour celles qui jouent 50 ou 60 minutes, ce n'est pas forcément un problème. Mais pour celles qui jouent 5 minutes ou 10 minutes, c'est catastrophique. Donc on en revient à la personnalisation du travail. Mais j'ai perdu beaucoup de finales et j'ai eu la sensation par moment en finale qu'on était mort. Et qu'au niveau physio, il nous manquait encore. Et particulièrement par rapport à la Norvège. Donc je dis aujourd'hui que si le handball féminin français veut dépasser la Norvège, il en a les moyens, mais il faut qu'il en paye le prix sur un certain type d'entraînement. João Lovesh. À la fin, vous êtes chef de staff et vous avez gagné tout, vous avez une énorme expérience. Est-ce que vous pouvez, parce qu'ici ce sont les gens de médecine de sport multidisciplinaire, donner à chacun, au docteur, au physio et après à sport science, les consignes sur lesquelles il devrait s'appuyer pour progresser dans le match. I asked, my question was, he had big experience. In the end, he had the multidisciplinary team here. He had a right to give advice to each of us where we should work for the future. That means sports medicine doctor, physiotherapist, sports science, what we have to focus to help our sport to progress. J'en suis pas capable.
Je suis honnête, j'en suis pas capable, parce que je pense que dans leur domaine de compétences, je ne suis pas capable de leur dire vers où ils doivent aller. Par contre, ce qui me semble très important, c'est deux choses. La première, c'est que quand le staff devient très important, la qualité de l'harmonisation du travail et la qualité de l'harmonisation des acteurs autour de la joueuse est quelque chose de très important. Je vais donner quelques exemples. Le préparateur mental, le médecin et le préparateur physique qui interviennent sur une joueuse, si ils n'ont pas un travail en commun en termes d'échange d'informations, en termes de domaine d'intervention, ça devient extrêmement dangereux. Et une deuxième idée, c'est que c'est bien d'augmenter les staffs, mais il arrive un moment où on crée des besoins qui n'existent pas forcément. Et je pense que l'avenir n'est pas en augmentant en permanence les staffs, mais au contraire, qu'on va peut-être réduire un petit peu les staffs avec des personnes qui vont avoir une double mission, pour éviter d'avoir ce que j'appelle une armée mexicaine autour de l'équipe. Et c'est particulièrement vrai, pour avoir un staff important, il faut avoir de l'argent. Et les sports qui ont beaucoup d'argent finissent par avoir un staff qui est, à mon avis, trop important. We are going to finish. As I told you, team spirit is very important. Merci beaucoup.